Bonsoir à toutes et à tous. Le Plaine Verte Sports Arena qui accueille un événement qui sort de l'ordinaire, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc c'est un événement concernant le tir à l'arc ce soir, et ce jusqu'aux petites heures demain matin. Ça a démarré vers 18h30 et ça prendra fin demain à 6h du matin. Et pour nous en parler justement, j'accueille à mes côtés maintenant le président des archers de Stelmour, c'est Anouar Ismaël Pire, et je vais vous demander de vous mettre à côté de moi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, parlez-nous déjà de ce concept. On est sur notre 3e édition, donc c'est la première fois qu'on fait ça ici dans cette salle à Plaine Verte. On va tirer de 18h à 6h le matin, avec une équipe de 24 personnes composée en 3 par équipe. Voilà, donc c'est un challenge, ça s'appelle 12 heures de tir, ça existe partout à travers le monde. Mais malheureusement, Maurice, on est le seul à faire ça tous les ans. Ça fait 3e année. Et comment est-ce que les archers vont se relayer? Alors, quand ils sont fatigués, ils vont se reposer. Donc, on a une salle là-bas à la disposition. Ils vont se ravitailler. Et il y a la nourriture à volonté. C'est un festif plutôt. Hein. C'est une rencontre, c'est une festive. On a la bouffe à tout moment. Ils peuvent manger, boire, donc jusqu'à demain matin. Comment est-ce que vous voyez, d'une manière générale, cette discipline à Maurice? C'est pas connu, hein. Le 12 heures de tir, c'est pas connu du tout. Et on essaye de promouvoir parce que en Europe, il y a aussi le 24 heures de tir. Mais nous, on va commencer déjà par le 12 heures pour arriver à 24 heures plus tard. Et là, on essaye d'avoir des maximum de gens. Il y en a qui pensent qu'on va tirer 12 heures d'affilée. Non, on est relayé par une équipe. Donc, l'équipe composée de 3 personnes. Donc c'est à eux de voir. L'essentiel, sur le pas de tir, à chaque 2 minutes, le pas de tir continue à tourner. Et votre club, les Archers de Stelmour, pourquoi ce nom et à combien est-ce que vous êtes? On est à peu près 70 élèves en ce moment. On est composé de 2 clubs. Donc les Archers de Stelmour, on a un le Nord et un à Port-Louis. Et ben voilà, on organise des championnats. Là, on a un grand championnat qui arrive au mois de février avec l'Allemagne et la Réunion. Donc. Et le tir à l'arc se porte bien, selon vous? Oui et non. Donc malheureusement, il y a plus de clubs comme nous en dehors de la Fédé qui fait des activités que la Fédé ne fait pas. Donc malheureusement, on a essayé d'inviter. Il y a une partie des membres de club qui sont là, mais la plupart ne sont pas venus. Ce sera une belle soirée. Ce sera une belle soirée. On va s'éclater, on va rigoler, on va manger surtout. Et comment est-ce que vous allez déterminer le ou les gagnants? C'est par équipe. Donc il y aura premier, deuxième, 3e équipe composée de 3. Donc ils vont être récompensés par une coupe et 3 médailles. Merci, et on va converser avec 2 participants. D'abord Sabila qui va se mettre à côté de moi. Donc Sabila, bonsoir. Bonsoir. Le tir à l'arc, vous pratiquez cette discipline depuis combien de temps? Alors j'ai tiré en 2002, j'ai commencé. Ensuite en 2004, j'ai eu le championnat d'Afrique à médaille d'or. J'ai arrêté en 2006 et là ça fait juste un an que j'ai recommencé et j'ai changé de l'arc aussi, quoi. Je viens juste de recommencer, voilà. C'est technique, je pense, comme discipline? Oui, c'est technique. C'est très bien comme discipline, surtout pour les gens. Ce qui est bien, c'est que les jeunes de n'importe quel âge, à partir de 7 ans, il y en a qui commencent, comme on dit, jusqu'à 77 ans, on peut continuer à tirer. Même on a notre doyenne qui a dans les 79 ans. Alors ça fait, c'est magnifique pour tout le monde, même pour vous. Hein. Essayez de venir faire un petit shooting avec nous, vous allez voir. Certainement. Et comment est-ce que vous vous êtes préparé pour cet événement? C'est que depuis un an, comme j'ai une nouvelle arc, c'est un arc à poulie. Je faisais de l'arc classique, l'arc à poulie. Je m'entraîne pour une compète minimum 3 fois par semaine. Et les arcs, justement, comment est-ce que c'est différent l'un de l'autre? L'arc à poulie, il y a des cames. Regardez, ça c'est un arc classique.
Vous voyez, ça c'est une arc classique. Et les arcs à poulies, c'est ceux-là. Voilà, les carmes. Vous voyez, c'est les carmes. Confiante pour ce soir? Toujours. Il faut être confiante. Du moment où on s'entraîne, et puis bon, on est là parce qu'on est entre familles, on va dire. Tout le monde, là, vous allez voir, on rigole, on est sur le cible. C'est cette ambiance familiale qu'il y a. On s'entraide. Par exemple, moi, je suis une femme, des fois, quand j'ai du mal à tirer ma flèche sur la cible, j'ai mes collègues qui sont à côté, ils vont m'aider et vice-versa, quoi. Voilà, c'est... Merci Sabila. Et docteur Riyad, également participant ce soir. Pourquoi le tir à l'arc? Je me trouve même passionné de tir à l'arc. Et initialement, je commençais pour essayer. Mais par contre, au fur et à mesure que je essayé, je peux réaliser qu'il fait nous gagner concentration et il permet de nous perfectionner nous-mêmes. Parce que si jamais nous paraissons qu'un cible, en aucun cas, on n'a aucun erreur avec le cible. C'est nous-mêmes qui nous a corrigé. Donc c'est une bonne leçon qui me apprend avec Tialog et permet de recadrer moi-même pour moi bien, l'homme aussi. Et il y a une préparation derrière. Oui, effectivement. Mais tout ça commence graduellement, petit à petit. C'est un petit exercice. Et là, nous, avec le temps, nous devenons plus bons. Ouais. Depuis combien d'années? Bon, c'est peut-être une dizaine d'années maintenant. Sans réaliser, fini faire 10 ans. Comment est-ce que vous finissez de découvrir le tir à l'arc? Monsieur Séguité, si nous avons fait ça, et moi apprendre qu'il y a une compétition au niveau international. Et moi j'ai l'occasion, à travers une recherche, je suis avec M. Pire. Et je l'ai tenu vraiment pour m'apprendre qu'il était plusieurs fois champion de la Réunion. Et là, je me dis, moi, c'est apprendre avec lui qu'on nous fait ce sport-là. Donc c'est un petit peu comme ça que nous venons de ce sport-là. Il faisait partie des élites. On comprend maintenant pourquoi. Brian François Fils remporte le Métis Trail en un temps record de 6 heures, 6 minutes et 51 secondes. Ça fait plaisir, oui, parce que c'est ma première participation dans le Grand Raid. Je voulais commencer au tout début à la Métis Trail. Je suis très fier d'avoir remporté cette victoire pour l'équipe de Morphogym et aussi pour mon coach Elvino Kelly. Avant le départ, le Rodriguez, pas habitué des montagnes, voulait juste essayer une course du Grand Raid, un challenge pour lui. Vous êtes à Rodrigue, oui. Il n'y a pas beaucoup de montagnes, ça ne monte pas trop? Non, ça ne monte pas trop, on fait avec ce qu'on a, mais c'est pour ça qu'on a décidé de venir à La Réunion chez le Grand Raid pour essayer d'avoir un peu de technicité. Autre favori de la course, Christopher Kamachetti et Emma Métro. L'objectif vraiment c'est d'arriver au bout à la redoute. Un peu stressé là, ça fait un moment que j'ai pas mis un dossard donc voilà. 6h38, le départ est lancé. Le Métis Trail, la course la plus courte du Grand Raid, mais à ne surtout pas sous-estimer. 50 km, 2600 mètres de dénivelé positif, avec un début de parcours en douceur par le Tour des Roches, puis chemin pavé où les choses sérieuses commencent. Un peu difficile, mais ça va. On s'échauffe. Plus loin, Ilette Savannah, lieu de pointage et de ravitaillement. Le plus important, c'est le ravitaillement. Gâteau patate, gâteau manioc. Et oui, le plus dur reste à venir. Là, il faut tenir sur la montée de Dodane, Ratignolle. La chaleur va se faire de plus en plus ressentir. Objectif, finir la course. Et ce sera avec des fleurs pour la Mauricienne Anne-Marie John, première féminine. Bois de fer, palmiste bleu ou encore palmiste bouteille. Ces plantes endémiques sont classées en danger critique d'extinction. Dans leur milieu naturel, il en resterait moins d'une cinquantaine. À Gros-Caillou, certaines de ces espèces ont été multipliées avec soin. C'est là qu'ont été cultivées des milliers de jeunes plantes qui rejoindront bientôt les jardins du nouveau site de l'ambassade des États-Unis à Moka. We are building a new embassy in Mocha, and it's on 11 acres. It's quite a large site. And so we are putting up a number of buildings, but there's also going to be an extensive green space. And we're very focused on how, when we build this new embassy, that it has a
environmental footprint, that it does not have a dramatic impact, and that in fact we're able to give back to the environment. So we've been working very closely, our contractor BL Harbor has been working with local contractors, in this case Gros Caliu, in order to start the propagation of plants that will go into the new compound. And the idea is that we want to use endemic species, and in some cases some of these species are endangered, very endangered species, such as the ironwood and also ebony. And so we want to try to plant some endemic and endangered species on the site so that we can give back to the environment here. In addition, we are trying to make sure that the footprint, the use of water, energy is also limited. And in this case, we're going to be doing water harvesting, water reclamation, in order to be able to, if we have to irrigate, in order to sustain the gardens, the landscape, and also to limit our energy use. So we want to try to limit our environmental impact. And we thought that given that, as you can see, that the preparations for the landscaping for the compound are, have already begun and are quite far along, and we're hoping to plant these in the next year. That would be a great time, because we just had the International Biodiversity Day on May 22nd, and then World Environment Day is going to be on June 5th. And so between these two big events, I'd wanted to come out and sort of highlight how the embassy is very cognizant of the importance of the environment and being a good steward of the environment here in Mauritius, and feeling like we can give back and actually add value to Mauritius. And so we're very excited about the prospect of being able to be able to preserve the endangered plant life here in Mauritius, and in fact reintroduce a lot of endangered species. As you can see, just the number of plants that are ultimately will end up on our embassy compound. So very excited about this, wanted to show it off, and also wanted to show our support for international efforts on the environment. You're planning to plant endemic species. What about the maintenance? Because those species are quite, fragile when facing invasive species and so on. Well, it's interesting. We were just having a conversation with the director of the National Park Services and Conservation Services here. And as he noted, some of these plants, as you can see, they're already starting to bud, and you can see some of the fruit on the top here. And so in some cases, they actually can propagate and grow fairly well and don't require too much to manage them. The challenge is when you have invasive species, and the invasive species have limited or have affected the growth of some of these endangered species. So since we are focused on the endemic species and will limit the presence of invasive species, my hope is that these will actually thrive on our compound, because they won't have the competition with invasive species, and they actually don't need that much additional support if they're left on their own and don't have that competition with invasive species. How many plants and how many species are you planning to put on your compound? Well, I think several thousand. In talking to the team, they talked about overall about 9,000 plants. Of that, I'm not sure the full numbers for the invasive species, but the endemic species, or but as you can see, some of the the endangered species. I'm sorry, but you can see here these are endangered species, and some of these over here. So you can, just in front of us here, you can see quite a few hundred of these endangered species that we're going to be planting on the site. Au total, 9000 plantes seront mises en terre. On a commencé la collaboration avec l'ambassade depuis déjà 1 an. On a commencé à propager toutes les plantes que vous voyez ici. Et d'ailleurs, c'est un des plus gros projets qu'on fait et qu'on a fait avec un promoteur de cette ampleur. Et je dois dire que pour nous, c'est une fierté de pouvoir collaborer, de pouvoir propager des plantes endémiques. Et rien que les plantes endémiques, on a environ 3000 arbres, arbustes et couvre-sols propagés pour ce projet. Est-ce que vous allez aussi aider dans ce qu'on appelle le maintien, c'est-à-dire éviter que les animaux viennent bouffer les autres plantes invasives, même la pollution, je ne sais pas trop. Comment vous allez faire pour carry on the project? Et certainement, on sera là pour collaborer, pour pouvoir suivre le projet. Il n'y aura pas que fournir les plantes, ce sera aussi suivre, faire le suivi des plantes, entretenir et voir s'il y a prolifération ou quoi que ce soit. Et on peut aider, on sera là pour assister l'ambassade.
Un projet qui nécessite l'intervention de botanistes pour donner forme à ces espaces verts. Alors déjà, il y avait une sélection des plantes qu'on a fait pour commencer la propagation. Et Gros Caillou fait un travail avec les contracteurs pour justement propager ces plantes. Donc la sélection a été faite sur les données qu'on a dans la région. Et à partir de là, il y a pas mal de plantes qui finissent sélectées et qui sont faciles à propager. Nous avons ici au moins une quinzaine d'espèces qui a été sélectées et acclimatées ici pour être transférées après à Moka. Donc, parmi toutes ces plantes-là, nous avons au moins 3 ou 4 qui est critiquement en danger au milieu naturel, mais qui a été facile à propager ici. Et ces plantes vont faire un peu le décor du jardin de l'ambassade. Alors on va dire qu'à part le décor, il y a aussi tout un effort de conservation et de préservation. Bien sûr, dans le but de l'endroit déjà a été perturbé par les activités humaines. Donc avec le projet de l'ambassade, il veut créer aussi, de restaurer un peu l'endroit et de créer une zone de conservation avec des espèces indigènes et endémiques. Une démarche où environnement et diplomatie s'entrelacent au service d'un objectif commun, faire vivre l'héritage écologique de l'île. Michael n'est pas seulement un grand champion. Cette rencontre, mêlant conférences de presse et démonstrations sur le court, a permis d'aborder le sport sous un autre angle, celui du dépassement de soi et de l'inclusion. Partout où je vais, que ce soit en vacances ou que ce soit pour le travail, je m'assure toujours que j'ai une place comme celle des autres. C'est-à-dire que ce ne soit pas réservé qu'aux personnes qui marchent, aux personnes valides. Donc ici, je suis en vacances, mais je travaille aussi avec l'hôtel Sugar Beach. C'était travailler sur l'accessibilité, l'inclusion, mais pas l'accessibilité juste aux chambres, aux restaurants, mais aux terrains de sport. Et donc quand on m'a dit qu'il y avait des joueurs de tennis mauriciens dans le coin, je dis voilà, très bonne idée, jouons ensemble et partageons un peu nos expériences et nos rêves communs. Parce qu'au final, la seule chose dont on rêve, c'est d'être libre et de pouvoir accéder aux mêmes choses que les autres, quoi. On retiendra donc que le sport est aussi une école de vie, car on peut être athlète, compétiteur et inspirer les autres, quel que soit son parcours. Ce n'est pas tous les jours qu'il nous gagne l'occasion de joindre un champion et taper boule avec un champion. Et tous les camarades qu'il a aujourd'hui, je peux attendre ça avec impatience. Et aussi, je pense que ça pourrait donner un renouveau, un reboost au tennis en fauteuil mauricien. Entre performance, résilience et bonne humeur, cette journée aura laissé une empreinte forte. Un message simple mais puissant. Sur un court de tennis, comme dans la vie, l'essentiel est de ne jamais cesser de jouer, ni d'y croire. L'équipe A du club d'athlétisme de Poutre d'Or a dicté sa loi dans cette toute première édition d'un relais marathon mixte, toute catégorie d'âge, qui a eu lieu samedi après-midi à Camp Mapou, Henrietta. Depuis un peu longtemps, nous pouvons préparer et surtout, nous avons des trails, ça l'a bien habité, nous entraîner ça dans l'allée et nous avons une bonne équipe qui, 2 fois, 3 fois par semaine, entraîner. Nous préparons beaucoup de jours, tous les jours entraîner. Nous venons en force, nous venons pour un esprit podium. Nous bien préparés, nous, bien. C'est un peu dur, mais ça va. Le parcours là, c'est un peu passable, contrairement à les compétitions de faire. Port-Louis Racers a pris la 2e place devant Vaqua Phoenix B. 16 relayeurs par équipe, 8 éléments masculins et 8 féminins pour couvrir une distance totale de 42,2 km. Une grande première à Maurice. L'initiative revient au club d'athlétisme de Henrietta. C'est une première de Maurice, c'est qu'on relaie 16 coureurs. 16 coureurs qui commencent depuis un garçon, une fille de U10. Et elle termine par Masters hommes et dames. Ça veut dire que c'est un garçon, une fille dans chaque catégorie, de U10 à vétéran. U10, U12, U14, U16, U18, U20, 20+, Masters. Les organisateurs espèrent maintenant pouvoir tenir ce rendez-vous chaque année durant cette même période. 8 équipes venant des 4 coins du pays
se sont enregistrés pour la compétition en cette année 2025. Cette nouvelle formule de mixité, hommes, dames et différentes catégories d'âge, a semble-t-il séduit. Gageons que le taux de participation augmentera sensiblement lors de la prochaine édition.